Bienvenue à tous sur cette visioconférence. Donc aujourd'hui, on va parler du paiement sur Internet. Cette visioconférence est organisée en partenariat avec Movadom, Movadom Allié, Family Zen, Adaptia, Travelage, Les Jardins Numériques et financée par la Conférence des financeurs de Paris et la CNSA qu'on remercie grandement. De mon côté, je suis Gwendoline Cotresse. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je fais des visioconférences pour les retraités chaque semaine sur plein de thématiques différentes. Elles sont entièrement gratuites. Pour s'y inscrire, c'est très simple. Vous pouvez aller sur movadom.eventbrite.com et l'année prochaine, on reprendra à partir du 10 janvier et je vous ai préparé plein de belles surprises, plein de thématiques intéressantes et on a essayé de faire en sorte de répondre à vos demandes. Je sais vous mettez dans les questionnaires satisfaction pas mal de thématiques qui vous intéresseraient. On a essayé de faire au mieux pour y répondre. Donc merci pour votre fidélité à toutes les personnes sur cette année. C'est grâce à vous qu'on peut faire, toutes ces belles visioconférences. Donc un très, très grand merci. Julien, je te laisse prendre la main, le contrôle de la présentation, super et puis, nous embarquer dans cette nouvelle thématique. Alors là, on voit un pointeur, OK. Ouais, Là, est-ce tout qu'on à voit fait. mon curseur aussi là? Non, D'accord, donc je non, reprends le pointeur, ouais, voilà. on voit le pointeur, tout à fait. Eh ben, Super. bienvenue, bonjour. Alors moi, j'aime bien animer ces conférences, de manière interactive. Donc je vais, préciser à nos invités qu'il y a un bouton quelque part qui permet de lever la main ou d'envoyer des petits pouces, d'envoyer des petits cœurs, d'envoyer des petites choses. Donc on va faire un test rapidement. Vous voyez là, je viens de lever la main. Oui, Si vous normalement, c'est trouvez ce un petit bouton, bonhomme, c'est un voilà. petit, un petite main levée, soit c'est en bas, soit c'est en haut de votre écran, effectivement, donc Voilà. Parce que régulièrement au cours de mes présentations, je vous donne, comme vous n'avez pas les micros ouverts, je demande rapidement est-ce que, je pose des questions et puis lève la main heu, ceux qui ont ceux qui ont la réponse. Voilà. Donc moi du coup je baisse ma main, ah oui, on peut OK. baisser la main après, on peut arrêter, ouais, Voilà, super. après vous pouvez baisser et peut-être que Gwendoline, tu as le contrôle pour baisser toutes les mains d'un coup? C'est une bonne question. Oui, baisser la main, tout à fait, c'est une Baisser, grande première. voilà, Baisser toutes les mains, je peux c'est, baisser toutes les mains. une petite tape sur la main, voilà. Je viens de baisser toutes les mains. Eh ben, super, c'est une nouvelle Voilà. fonctionnalité et effectivement, à la fin, on permettra aux personnes d'ouvrir leur micro, donc comme ça, si vous avez des questions, si vous n'avez pas réussi, super. Merci Julien pour ces précisions. OK. Alors aujourd'hui, on va démystifier le paiement sur, le paiement sur internet. Donc c'est une conférence qui est en 2 parties. Aujourd'hui, c'est la partie 1. On va voir le déroulement d'un achat sur un site marchand. Ensuite, on va, définir certains termes que l'on va utiliser tout au long de cette présentation. Je vais vous présenter la carte bancaire, sous toutes ses coutures. Parce que, le moyen de paiement principal sur internet, c'est la carte bancaire, mais je pense que beaucoup d'entre vous ne savent pas exactement comment fonctionne une carte bancaire. Donc je vais vous expliquer comment ça marche, heu ensuite on verra les paiements par carte, pas seulement sur internet, pour que vous compreniez bien comment ça marche. Donc c'est une petite digression, mais qui est nécessaire pour savoir comment ça marche dans la vraie vie en surface, le paiement en surface par carte bancaire et qui permettra de mieux comprendre comment fonctionne la carte bancaire sur internet. Et ensuite, en dernier, on parlera de cartes bancaires virtuelles. Alors, parmi vous, est-ce qu'il y en a, j'ai plein de questions au départ. Hem, j'ai décidé de faire cette conférence, de démystifier le paiement sur internet parce que j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ont simplement peur. Qui ont peur de payer sur internet, alors encore plus par carte bancaire. Alors, parmi vous, levez la main ceux qui ont peur de payer, par carte bancaire sur internet ou peur de payer tout court sur internet. Alors Ceux il y a qui pas de n'arrivent pas voilà, à lever la main, vous pouvez envoyer un message dans le chat, hein, en voilà, disant, «J'ai peur». il y a pas de jugement, c'est juste, j'ai une peur. Bougez pas, attendez, parce que là, ça va faire du Donc je vois qu'on a Marc, Anne-Marie, Daniel qui lèvent la main. voilà, Mmh. donc il y a une peur. Alors certains alors, il y a des peurs qui sont parfois infondées. On a peut-être tous peur des migales, mais,
dans votre vie, quelle est votre chance de croiser une migale dans la rue et qu'elle vous saute dessus, elle est assez mince. Donc il y a comme ça des peurs qui sont, euh, qui sont très handicapantes, mais qui sont parfois injustifiées. Donc le but de cette conférence, c'est de vraiment mettre des mots sur les appréhensions qu'on a et de faire tomber toutes ces appréhensions. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont une carte bleue qui est avec laquelle vous avez le droit de payer sur Internet? Parce que à votre banque peut vous confier une carte bleue sur laquelle vous n'avez pas le droit de payer par Internet. Ça existe. Il y a des options comme ça dans les banques où on dit non, moi j'ai une carte bleue, mais s'il vous plaît, Madame la banque, désactivez-moi le paiement sur Internet. Donc c'est en connaissance de cause, on ne pourra pas utiliser cette carte pour payer sur Internet. Euh, oui, avec un code par portable. On va voir tout ça. Donc, on va voir comment se déroule un achat sur un site marchand. Et pour ça, je vais appeler un ami. Non, pas maintenant. Donc, comment ça se passe en manière super simplifiée? Oui, je n'ai pas forcément les slides dans l'ordre. Donc, le client se rend sur un site marchand et sélectionne les articles qu'il souhaite acheter. Jusque-là, pas de problème. La sélection des articles constitue ce qu'on appelle un panier ou un caddie virtuel. Vous voyez, c'est un panier. Donc, il y a une notion de panier. On remplit son panier, on met des trucs dedans, comme au magasin. Ensuite, le client valide son panier et entre ses coordonnées. Donc, il va donner une adresse de livraison, une adresse de facturation, parfois ça peut être la même. Il va mettre un email, un numéro de téléphone. Ensuite, le client choisit son mode de livraison pour peu que ce soit quelque chose qui nécessite une livraison. Parfois, ce sont des services que l'on peut acheter. Le client ensuite choisit son mode de paiement. Donc, il peut payer soit par carte bleue, soit par PayPal, soit par tout un tas d'autres types de paiements. Le client procède au paiement, la commande est validée et le marchand expédie la commande. Voilà. Donc là, je vous l'ai dit, c'est la version très simplifiée. Jusque-là, c'est quasiment similaire à ce qu'on trouve en boutique. Donc pour ça, je vais demander à mon ami Samuel de nous faire une démonstration. Bonjour Samuel. Donc Samuel veut offrir un cadeau à à sa chère et tante, donc, puisque c'est les périodes de Noël. Donc il se rend sur ce site sur lequel on peut acheter des bougies parfumées avec un cadeau qui est caché dans la cire, et donc il faut attendre que la bougie se consume pour révéler le petit cadeau. Donc à l'intérieur, vous voyez, il a choisi la bougie Monoï de Tahiti, avec dedans, il y a un petit pendentif, un petit collier. Donc il se balade dans la boutique et puis il choisit cet article. Et du coup, il va choisir la couleur, il va choisir le type de bijou qu'il veut dedans, il va choisir s'il veut ou pas mettre des options, et puis il ajoute ça au panier, tout simplement. Voilà, Samuel, tu es content de ton choix? Samuel est content. Alors, ensuite, deuxième étape, il va rentrer ses coordonnées. Donc, on rentre le nom, le prénom, l'adresse postale. Si on veut se faire livrer, il faut bien mettre une adresse quelque part. Et donc, on vérifie bien qu'on met bien les bonnes coordonnées au bon endroit. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment faire attention à ce que l'on met. Parce que si on se fait livrer pas au bon endroit, c'est un peu dommage. Ensuite, on choisit le mode de livraison. Alors, il peut y avoir le mode de livraison à domicile. Vous voyez que les tarifs sont différents en fonction de où on veut se faire livrer. Donc, choisir livraison à domicile, ça peut être du Colissimo, ça peut être un autre service. On peut également se faire livrer par Mondial Relais. Levez la main si vous connaissez Mondial Relais. Ah, je vais tout le temps vous demander de lever la main, hein, tout le temps. Donc Mondial Relais, pour ceux qui connaissent pas, c'est un service qui permet de déposer un colis chez le fleuriste du coin.
et il y a un camion qui va passer récupérer tous les colis à tous les points relais et les colis vont être ensuite dispatchés, dans toute la France et vont arriver, dans un autre point relais qui peut être, le caviste du coin, un bureau de tabac, qui est proche de votre destinataire. Ça permet d'avoir, ces colis à proximité et d'éviter d'être tout le temps à la maison pour attendre un colis. Vous avez également la livraison par DPD, qui est une filiale de La Poste et Chronopost. Alors après, c'est à vous de savoir, par quel moyen vous souhaitez vous faire livrer, sachant que, ben, si vous savez que le gars de Chronopost, il est nul et à chaque fois il se plante, ben, vous choisissez un autre mode de livraison. Donc vous choisissez votre mode de livraison et vous allez, procéder à la suite. Qu'est-ce qu'il y a, Samuel? Ah oui, Samuel me montre, la code promo. Donc code promo, qu'est-ce que c'est qu'un code promo? Vous pouvez récupérer sur internet par-ci par-là, ce qu'on appelle des codes promo. Ce sont des petits codes. Si vous êtes abonné à certains services, surtout pendant les fêtes de Noël, vous allez voir, voilà, avec le code promo, Noël 2021, vous allez avoir 20 de réduction sur votre commande, grâce à nous. Donc, vous pouvez récupérer ces codes promo, ou même avant de procéder au paiement, vous tapez sur internet, code promo, bougie, machin, truc, sur le site en question et vous avez des sites qui recensent les codes promo. Si vous avez des amis qui suivent certains influenceurs sur Instagram ou sur YouTube, dans certaines vidéos, ils font un petit peu de pub, ils disent: «Bah, voilà, notre partenaire du jour, c'est tel site, il y a un code promo, utilisez ce code promo et vous allez avoir une réduction». Bah, c'est à ce moment-là qu'on rentre le code promo. C'est à ce moment-là que ça sert. Donc on rentre le code promo, ça peut être des lettres, des chiffres, un truc que vous copiez-collez, vous mettez ça dedans. Au petit bonheur la chance, ça marche pas, mais vous allez pouvoir avoir, une réduction. Alors parfois c'est un pourcentage, parfois c'est, la livraison offerte, voilà. Mais du coup, ça vous permet d'avoir un petit avantage. Samuel décide de payer par carte de crédit, donc il choisit, carte de crédit. Il va rentrer, ses numéros de carte de crédit là-dedans. Il va mettre son nom, il va mettre la date et le code, ce qu'on appelle le code à 3 chiffres. Alors ça, vous regardez, derrière votre carte bleue, vous allez voir un petit code, à 3 chiffres. Donc il rentre tout ça là-dedans. L'adresse de facturation, il choisit que c'est, identique à l'adresse de facturation. Comme ça, il n'y a pas besoin de mettre une deuxième adresse. Tout est bon, tout est OK. Il clique sur payer et alors je ne vais pas vous montrer la procédure de paiement exactement, mais parce qu'en fonction de chaque banque, ça dépend de ce qui se passe. Vous allez être redirigé vers une page dans laquelle, ils vont peut-être vous demander un code ou quelque chose comme ça. Donc ça dépendra de chaque plateforme et une fois que le paiement est accepté, la commande est en cours de traitement chez le marchand et là, du coup, il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, terminé, il n'y a plus qu'à attendre d'être livré. Donc vous voyez, c'est très simple et c'est très limpide. Sur un site qui est bien fait, parce qu'il y a des sites qui sont moins bien faits, c'est à peu près la même chose. Vous avez, des produits, vous allez sur la page, vous consultez le site, vous pouvez rechercher, vous avez tout un catalogue, vous consultez la page du produit en question, vous pouvez mettre quelques options, mettre au panier. Alors je ne l'ai pas mis là, mais vous avez aussi, en haut, ah oui, si on peut revenir là. Heu, Là, vous avez régulièrement sur les sites marchands une petite icône qui s'appelle, qui ressemble à un panier. Alors celui-là, on dirait plutôt une poussette, mais avec un petit chiffre à côté. C'est juste pour dire que là, dans votre panier, vous avez tant d'articles dedans et quand vous cliquez dessus, vous avez du coup le récapitulatif de vos achats et vous pouvez modifier les quantités ou supprimer des trucs exactement comme au supermarché. Voilà. Donc, vous choisissez comment être livré, vous payez et vous attendez. Voilà, c'est tout simple. Ça va pour le moment? Bon. Alors, maintenant on va voir un petit peu, dans le détail, on va définir quelques termes entre nous pour qu'on sache bien de quoi on parle. Alors qu'est-ce que c'est qu'une authentification? Alors l'authentification dans le cadre d'un paiement,
C'est un processus qui permet au système informatique de s'assurer de la légitimité de la demande afin d'autoriser ou interdire la poursuite du paiement. Ce processus vise à confirmer que la personne qui souhaite procéder au paiement est bien celle qu'elle prétend. Il existe 4 facteurs d'authentification. On parle des facteurs d'authentification classiques qui peuvent être utilisés dans le processus d'authentification. Donc c'est quelque chose que l'on connaît, ça peut être un code, ça peut être quelque chose que l'on possède, c'est-à-dire une carte, une clé, un badge, même un téléphone. Ça peut être quelque chose que l'on est, une empreinte, un œil, une position, le timbre de votre voix, ou quelque chose que l'on sait faire, comme une signature ou un mouvement. Donc avec ces 4 facteurs-là, ce sont 4 facteurs classiques d'authentification. C'est-à-dire que vous dites, voilà, je suis monsieur machin, prouvez-le, ben, vous sortez quelque chose que vous possédez, une carte d'identité. Sur la carte d'identité, il y a une photo qui va vérifier que on ressemble bien à la personne qui est sur la photo. Pour entrer dans certains bâtiments, il va falloir un badge, parfois même un code. Et un seul facteur d'authentification, c'est pas super. En règle générale, il y en a au moins 2. Ensuite, le terminal de paiement électronique, le TPE, c'est un appareil électronique capable de lire les données d'une carte bancaire, d'enregistrer une transaction et de communiquer avec un serveur d'authentification à distance. C'est vulgairement ce qu'on appelle la machine à carte. Vous l'avez tous vu chez votre marchand. Donc ça, ce terminal de paiement, la machine à carte, c'est l'interface entre vous, d'un côté, qui avez votre carte, et tous les serveurs de paiement qui sont de l'autre côté. Le terminal, il va vous demander un code, par exemple, et c'est lui qui va communiquer avec les serveurs pour dire, voilà, il y a quelqu'un qui veut payer un certain montant, je l'ai bien reconnu, c'est bien la bonne carte, est-ce qu'il a le droit? Et puis les serveurs vont lui dire, oui, c'est bon, ou non, ça marche pas. Donc à retenir 4 facteurs d'authentification classiques qui peuvent être utilisés dans le processus d'authentification, et il en faut au moins 2 pour sécuriser une authentification. Donc c'est quelque chose que l'on connaît, quelque chose que l'on possède, quelque chose que l'on sait faire, ou quelque chose que l'on est. Donc maintenant, on va voir le paiement par carte avec Nicole. Bonjour Nicole. Alors la carte bancaire, un petit peu sous toutes ses coutures, je vais vous donner quelques informations clés. La carte, elle est née bleue en 1967, d'où son nom carte bleue. C'est une invention française. Alors la carte de paiement, ça existait avant, mais c'était juste une bête carte sur laquelle il y avait marqué des trucs. C'était pas vraiment la carte qu'on connaît maintenant. Mais il y a un inventeur français qui l'a popularisé, ça s'est beaucoup popularisé en France. Et nous, on la connaît, on l'appelle carte bleue, parce qu'elle était bleue au départ. Vous dites carte bleue à un étranger, il ne sait pas ce que c'est. Donc la carte est associée à un ou plusieurs réseaux informatiques de paiement. Donc, il y a le réseau Visa, il y a le réseau Mastercard, il y a le réseau American Express, Diners, JCB. Donc, quand vous dites j'ai une carte Visa ou j'ai une Mastercard, ce n'est pas une marque, ce n'est pas la marque de la carte. Pour être précis, j'ai une carte du Crédit Lyonnais qui utilise le réseau de paiement Visa ou le réseau de paiement Mastercard. La carte American Express, elle est un peu particulière, c'est-à-dire que c'est la carte de la marque American Express qui utilise les réseaux American Express. Donc notre TPE, notre machine à carte, quand elle voit une carte Visa arriver, elle va parler avec les serveurs de chez Visa. Et après, c'est Visa et les banques qui vont faire leur affaire. Ou alors les serveurs de chez Mastercard. Mais c'est pas les mêmes autoroutes, mais c'est la même finalité. En 1971, le groupe Carte Bleue est créé. Le logo CB désigne à présent Réseau interbancaire français nommé Carte bancaire, tout simplement. Ça tombe bien, c'est les mêmes initiales, CB, carte bleue, carte bancaire. On n'est pas dépaysé. Donc là, c'est un réseau supplémentaire de Visa. Donc c'est pas un réseau Visa, c'est pas un réseau Mastercard, c'est vraiment un réseau interbancaire franco-français.
Alors, le souci, c'est qu'à l'époque, il y avait une bande magnétique sur les cartes et que une carte volée, ben, la personne qui voulait payer vole votre carte. Il y a la bande magnétique, elle passe la carte, la bande magnétique dans la machine et elle vide votre compte au supermarché. Donc, ce qui n'était pas super en termes de sécurité, parce que niveau authentification, c'était vraiment le niveau zéro, quoi. C'était quelque chose que l'on possède. Je possède la carte, je peux payer. Point. Donc, il y a Roland Moreno, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est ce génial inventeur français. Il s'est dit, ça va pas du tout, on peut pas continuer comme ça. Donc, en 1986, les puces électroniques apparaissent sur les cartes de paiement pour plus de sécurité. C'est-à-dire que maintenant, pour payer, eh ben, il ne suffit plus de posséder la carte, il faut dire à la carte que c'est bien nous. Que- c'est quand même un comble. On va dire à la carte, oui, oui, c'est bien moi. Comment la carte sait que c'est bien vous? Parce que vous allez lui dire un petit secret qui est le code, qui est le code secret que vous connaissez. Il est dans votre tête. Et ce code, on l'appelle le code PIN. C'est donc le code secret à 4 chiffres qui est devenu obligatoire depuis 1992. Voilà, donc le code PIN, donc il a été inventé en 86 et en 92, ils ont vu que ça marchait très bien et donc ils l'ont rendu obligatoire maintenant. Alors les caractéristiques d'une carte, il y a un numéro unique de 10 chiffres, de 10 à 19 chiffres. La plupart du temps, c'est 16 chiffres, c'est 4 fois 4 chiffres qui sont imprimés en relief ou pas. Je vous invite à sortir vos cartes bleues là, à regarder dans votre portefeuille et de regarder un petit peu l'anatomie d'une carte bleue. Vous allez voir qu'au recto, il y a une série de 16 chiffres, 4 fois 4, qui sont imprimés en relief ou pas. On va voir pourquoi ça sert ce relief. Il y a le nom du titulaire de la carte, quand même, pour savoir à qui ça appartient. Il y a une date de fin de validité. Et il y a au dos un cryptogramme visuel qui est composé de 3 chiffres qui sont imprimés à plat au dos de la carte, ou 4 chiffres, ou alors parfois c'est 4 chiffres au recto pour les cartes American Express. Donc si vous retournez votre carte, vous allez voir derrière la date de validité, vous allez retrouver les 4 derniers chiffres de la série des 16, et après, 3 petits chiffres. Ça, c'est ce qu'on appelle un cryptogramme visuel. Alors pourquoi est-ce que ça a été inventé, ce cryptogramme visuel? C'est parce qu'à l'époque, on pouvait commencer on pouvait commencer à payer sur Internet, mais à l'époque, il suffisait d'avoir les 16 chiffres. Il suffisait d'avoir les 16 chiffres et la date de fin de validité pour que sur Internet, on puisse payer sur Internet. Voilà. Sauf qu'il y a des petits malins dans les restaurants. Ça a commencé dans les restaurants, hein. Mais dans les restaurants, le serveur vous présente l'addition, il vous demande votre carte bancaire, il dit ah la machine à carte elle est en coulisses, bougez pas, je reviens. Donc le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire le paiement, ou alors il prétexte n'importe quoi pour vous emprunter votre carte bleue un instant, euh, un instant à votre insu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend la photocopieuse et il photocopie la carte bleue, tout simplement. Il la photocopie ou alors il va noter les numéros qui sont en surface. Il vous rend votre carte bleue avec le sourire. Voilà, merci beaucoup. Revenez quand vous voulez. Bien. Et après, le serveur, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur Internet. Il va faire ses petits paiements. Il a toutes les informations qui figurent au recto de la carte. Et il va siphonner votre compte et se faire livrer des choses euh, aux frais de la princesse. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit, les banques? Ils ont dit, vu que c'est tellement facile de photocopier une carte bleue, on va mettre une toute petite sécurité autant que faire se peut, on va mettre un autre truc, mais au verso. Voilà. Donc, ce qui fait que on ne peut pas utiliser votre carte bleue simplement en ayant le verso. Donc, ça fait plus de boulot maintenant pour les serveurs. Il faut qu'ils photographient, qu'ils photocopient le recto et le verso. Mais au moins, si quelqu'un a un œil qui se balade et qui est suffisamment entraîné pour retenir facilement vos 16 chiffres et la date de fin de validité, si vous ne lui montrez pas les 3 chiffres au verso, eh bien, ça ne marche pas. Alors, sachez que à l'heure actuelle, il existe des cartes bleues dont les 3 chiffres derrière changent toutes les heures.
C'est une carte un petit peu magique. Ils ont réussi à mettre un tout petit écran dedans et les 3 chiffres changent régulièrement. Ce qui fait que ça sert à rien en fait de photographier ou de photocopier le recto verso de la carte. Dans 1 heure, ça marchera plus. Alors, le saviez-vous, il est possible d'effectuer un calcul mathématique avec les numéros, la date et le cryptogramme pour vérifier la cohérence de ces caractéristiques. Donc, si vous regardez votre carte, vous prenez tous les numéros, les 16 chiffres, la date de fin de validité et les trois chiffres du code du cryptogramme. Il y a une opération mathématique que je ne connais pas d'ailleurs, qui fait que ça va tomber juste, un peu comme si vous faisiez une preuve par 9. Si ça tombe juste, alors c'est que les chiffres, tout est cohérent. Si ça tombe pas juste, ça veut dire qu'il y a un chiffre qui va pas. Euh, et ça, on va le voir, ça permet d'éviter les coquilles au moment où vous tapez votre numéro de carte bancaire. Ça permet de vérifier, si on revient sur celle-là, si vous faites une coquille là-dedans, le site en question, avant d'envoyer les données au serveur, le site, là, l'interface va vous dire, il y a un problème avec les numéros, ça tombe pas juste. Voilà. Et ça, vous allez voir, c'est très utile. Alors maintenant, comment ça se passe le paiement immédiat en surface? Ah, ça, j'en ai un petit peu parlé, donc on va aller vite. Donc en version très simplifiée, le commerçant définit le montant sur le TPE, le client utilise sa carte, il insère sa carte et il tape son code PIN. Ou alors il procède au paiement sans contact. Alors le paiement sans contact, là pareil, on revient à l'époque des cartes magnétiques. Le paiement sans contact, ça permet de payer avec une carte bleue sans être obligé de mettre le code PIN. C'est pratique, mais ben, le problème, c'est que ça permet de payer. Si quelqu'un vole votre carte bleue, il peut aller acheter des trucs vite fait. Mais heureusement, le plafond de paiement maximum, il a été défini. Alors au début, c'était 20 euros. Bon, maintenant, on peut payer jusqu'à 50 euros, mais c'est limité. Et si vous faites 2, 3 paiements sans contact d'affilée, au bout d'un moment, la carte va vous dire non, non, là c'est louche, ça fait trop de fois, donc mettez le code PIN. Ça vous est peut-être déjà arrivé quand vous payez sans contact. Au bout d'un moment, la carte a dit non, non, veuillez mettre le code PIN. Alors bon, bah, du coup, on perd un peu plus de temps, on met le code PIN. Ensuite, le TPE, il va effectuer quelques vérifications. D'abord, il va vérifier lui-même, il va discuter avec la carte. La carte va lui dire sa date de validité. Donc, c'est le TPE, il va vous dire non, non, cette carte-là, je la veux pas parce que la carte m'a dit elle marche pas. Ou alors, la carte même va dire elle est désactivée ou quoi. Donc, il fait quelques vérifications. Ensuite, il communique avec les serveurs de la banque et il communique avec le serveur de la banque, du commerçant, et avec votre serveur de votre banque à vous, pour dire il y a quelqu'un qui veut payer, donc ça se passe dans votre dos. Ensuite, la transaction, elle est validée ou pas, mais dans le cas où elle est validée, euh, c'est parfait. Vous pouvez partir avec votre paquet avec votre sac de pommes de terre. En option, ça peut arriver en option pour certains paiements ou pour certains montants, le client signe le ticket qui sera conservé par le commerçant. Alors ça se fait beaucoup aux États-Unis. Aux États-Unis, le paiement par carte, je me souviens qu'il fallait régulièrement signer le ticket que l'on rend au commerçant. Alors Nicole, qu'est-ce qu'elle dit? Alors au niveau des facteurs d'authentification, on a quoi? On a quelque chose que l'on possède et quelque chose que l'on connaît, puisqu'on a la carte et on a le code. On peut procéder au paiement sans contact, quelque chose que l'on possède et quelque chose que l'on est. Alors là, quelque chose que l'on est, ça va plutôt être la position. Si vous avez une carte bleue qui est volée et qui est utilisée par exemple à l'étranger, votre banque elle va dire non, c'est pas normal là. Cette carte bleue, elle peut pas se retrouver à l'étranger. Je veux pas que ça se paye. Je veux désactiver le paiement sans contact à l'étranger. Et en option, donc si en plus de ça on signe, c'est quelque chose que l'on sait faire. Donc ça peut finir par authentifier la transaction. La Nicole, elle est contente, tout va bien. Ensuite, le paiement par carte avec un sabot. Quand est-ce qu'on doit utiliser le sabot? Alors, est-ce que parmi vous, vous avez déjà connu ou effectué des paiements par sabot? Levez la main. Si vous connaissez ou que vous avez déjà utilisé le sabot.
C'est embêtant, hein, le sabot. Alors, pourquoi, comment ça marche? Pourquoi le sabot? Alors, ça peut arriver. Normalement, tous les commerçants doivent avoir sous le comptoir un sabot poussiéreux. Mais ça, c'est en cas de problème, panne du TPE. La machine à carte ne fonctionne plus. Ou alors que la puce de la carte ne fonctionne plus. Ça peut arriver. La carte, elle est bien, hein, elle n'est pas bloquée nulle part, mais c'est la puce qui a grillé. Pas de bol. Ou alors, si vous avez oublié votre code, sachez-le, si vous avez oublié votre code, vous pouvez demander à votre commerçant de sortir le sabot. Alors, il va pas être content, mais au moins vous pouvez payer. Alors, comment ça se passe pour le paiement par sabot? Alors, il sort le sabot et il sort son téléphone. Il appelle la banque. Il appelle sa banque à lui. Il dit: «Bonjour, j'ai un client, là, on est obligé d'utiliser le sabot. Est-ce que vous êtes d'accord?» «Oui, oui, d'accord». Alors, il communique avec sa banque. Mince, comment on fait? Là, hop, pour prévenir sa banque. Il met la carte dans le sabot, il sort, déjà il faut qu'il retrouve l'alias de papier carbone. Il retrouve, il met le papier carbone, il met les petits numéros, il met des trucs dessus sur le sabot et heu et ensuite de ça, clac, clac. En règle générale, c'est très dur à manipuler un sabot. Il fait clac, clac et là, la magie du papier carbone opère. Sur votre copie, sont répliqués les numéros de carte, de votre carte bleue. Alors le sabot, c'était très, très, très utilisé au début de la carte, bancaire, hein. Ça marchait comme ça. C'était des petits papiers et puis à la fin de la journée, les banques voyaient arriver les commerçants avec des liasses de papier qui allaient faire les règlements. C'est pas un paiement instantané. Le paiement par carte dans un TPE, c'est instantané. La banque vous dit oui ou non, tout de suite. Mais là, le sabot, il y a un petit délai. Donc, c'est là où c'est important que votre carte soit ait les numéros en relief, parce que si vous avez une carte qui n'a pas les numéros en relief, vous ne pouvez pas utiliser le paiement par sabot. Donc, ça va répliquer, tous les numéros de la carte, sauf évidemment le cryptogramme modo. Vous signez et on conserve vous conservez une copie. Donc ce type de transaction n'est pas garanti même en cas d'autorisation positive et doit servir seulement à dépanner si le commerçant fait confiance à son client. Alors il y a un mot qu'on va utiliser beaucoup ici, c'est la confiance. Donc là, c'est pas à vous d'être méfiant avec envers votre, c'est pas à vous d'être méfiant envers votre commerçant, c'est le commerçant qui doit se méfier, de vous. Parce que du coup, quand il va aller à la banque, le lendemain ou le soir et que la banque lui dit: «Ah bah non, finalement non, il y a pas assez d'argent», c'est le commerçant qui a des problèmes. Donc, au niveau des facteurs d'authentification, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose ça prouve qu'on était en possession de quelque chose que l'on possède, quelque chose que l'on sait faire et c'est tout. Et là, Nicole, bah oui, tu as raison de faire la tête parce que c'est pas super comme moyen de paiement. Ça existe, mais bon, au niveau sécurité, la sécurité pour le commerçant, c'est pas terrible. Et puis même pour peu que, vous soyez dans un restaurant ou dans un lieu louche, que, quelqu'un prenne votre carte bleue, 5 minutes, prétextant quoi que ce soit en arrière-boutique, et fasse un petit coup de sabot, imite votre signature, et mette un montant, dessus, c'est pas super. Alors, on va voir ensuite le paiement par carte, mais par correspondance alors. C'est également ce qu'on appelle la vente à distance. Alors, la vente à distance par téléphone, le client transmet au commerçant les numéros, date et cryptogramme de la carte. Parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des paiements par téléphone? Vous appelez, vous savez, vous appelez, comment ça s'appelle le téléboutique achat pour acheter le La Master Redoute, Blender 4000. Voilà, les achats fous sur la Redoute. voilà. On va Ah, en Cathy parler de nous la dit un redoute. fleuriste a priori, Voilà, ouais, ouais. le fleuriste, exactement. Le fleuriste, ça on va en parler du fleuriste tout à l'heure. On a un peu de temps, ouais. Donc vous appelez votre fleuriste, Marc, toujours refusé. Tu as toujours refusé? Tu as bien raison Marc, mais parfois c'est utile. Donc par téléphone,
vous appelez, oui bonjour, je voudrais appeler, c'est tout comme d'habitude, mais c'est par téléphone. Vous donnez votre adresse et tout ça, et vous donnez vos numéros de carte bleue. Alors qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Le téléopérateur honnête, il a un ordinateur dans lequel il y a un logiciel de paiement à distance. C'est l'équivalent du TPE, mais c'est un logiciel. Donc il va mettre vos coordonnées de carte bleue, et puis bougez pas madame, je vérifie auprès de la banque. Elle appuie sur le bouton envoyer, donc c'est comme si elle appuyait sur le bouton vert de la machine à carte, et l'ordinateur va faire ses opérations, et la téléopératrice va voir sur son écran c'est validé ou pas. Voilà. Mais ça vous oblige quand même à transmettre toutes ces informations à quelqu'un que vous ne connaissez pas et en qui vous devez avoir confiance. Alors par correspondance, voilà, j'ai tout dit. Par correspondance, oui, le client donne l'ordre de paiement en renvoyant un bon de commande. Donc vous avez un papier que vous avez reçu par un catalogue qui a mystérieusement atterri dans votre boîte aux lettres. Vous avez trouvé une super paire de charentaises. Vous voulez l'appeler, donc vous prenez la charentaise. Vous cochez bien oui, je veux en plus la plaide rose offerte ou le set de 4 tasses offerte avec ma première commande. Vous l'avez tous fait, hein, celle-là, hein. Je le déconseille fortement parce qu'après on doit trier tout ça, hein, donc on ne Alors prend pas le plaid gratuit. alors moi je commande rien, mais je veux Et ça peut fonctionner, ça a fonctionné, ça a oui. fonctionné? Bon, très Ça a bien. fonctionné, voilà, j'ai payé 3 francs 6 sous pour avoir des tasses ou des machins. Voilà. Donc là, vous écrivez tout sur le bon de commande, vous indiquez le numéro de carte, la date d'échéance et la signature. Voilà. Donc pareil, ça passe par la poste, la personne ouvre le courrier, réplique tout ça sur son TPE. Alors parfois, la personne, le commerçant, il a directement un TPE. Dans ce cas-là, il appelle la banque, ou il dit voilà, je vais faire un paiement manuel. Il rentre les numéros de carte sur son TPE, et c'est le TPE qui va lui dire oui ou non. C'est-à-dire que donc la machine à carte, vous pouvez soit lui donner à manger une carte, soit lui dire je vais te mettre les numéros qu'il y a sur la carte parce que la puce elle a grillé. Ça c'est possible. Alors, et c'est également utile pour faire des locations de voitures ou des locations d'hôtels. Donc les hôtels ou les loueurs de voitures utilisent parfois la fonction vente à distance. C'est comme s'ils recevaient une réservation téléphonique, même en présence du client, au lieu de la fonction de pré-autorisation du terminal, ce qui nécessite l'insertion de la carte et la saisie du code. Admettons que vous êtes à 100 km de l'hôtel Ibis, il est déjà tard sur l'autoroute. Chérie, s'il te plaît, appelle l'hôtel Ibis et réserve une chambre. Donc, dans la voiture, le passager appelle l'hôtel, dit bonjour, est-ce que vous avez une chambre de libre? Oui, oui. Et bah, pour valider la réservation, le commerçant va faire ce qu'on appelle une pré-autorisation. Donc il a quand même besoin de vos numéros de carte bleue, ne serait-ce que pour bloquer la chambre. Donc là, il ne va pas y avoir la transaction va pas se faire immédiatement, mais il va faire ce qu'il faut auprès de la banque pour vérifier que la banque donne l'autorisation d'utiliser cette carte. Euh, et donc ça, c'est un des cas où vous allez transmettre vos coordonnées de carte bancaire à des inconnus. Alors là, on a quoi? On a quelque chose que l'on connaît. Pareil, quelque chose que l'on connaît. On connaît les numéros de carte bleue. Parfois, il faut avoir quelque chose que l'on fait. Et là, oula, Nicole, là, ça va pas du tout. Elle est pas contente. Voilà. Alors pourquoi elle est pas contente, Nicole? Parce que tout ça fonctionne à la confiance. Et la confiance, c'est à vous de voir avec votre fleuriste, hein, s'il va pas noter les numéros de carte bleue dans un coin, et puis après, vous rejouez la même scène 2 fois sur son TPE. Alors sur Internet, comment ça se passe maintenant? En version méga simplifiée, hein. Donc les clients valident sa commande sur le site marchand. Ensuite, le client est redirigé vers une page sécurisée. Donc on quitte le site marchand et on va sur le site de votre banque à vous. Donc vous allez sur le Crédit Agricole en ligne machin. Vous avez quelque part le logo de votre banque à vous. Donc ça va, on sait, on connaît les lieux. Vous êtes redirigé.
vers le site de votre banque à vous. Alors, ça peut être soit sur le site du marchand, c'est-à-dire qu'on ne quitte pas le site du marchand et à l'intérieur du site du marchand, il y a un petit encart avec le logo de votre banque et vous dialoguez avec votre banque à l'intérieur du site marchand. Soit vous quittez le site du marchand et vous allez sur votre banque. Soit vous allez sur le site de la banque du marchand. Mais en tout cas, c'est un endroit connu. Vous allez soit chez vous, vous allez dans une banque connue. Soit si le client n'a pas de contrat de vente à distance avec sa propre banque, vous pouvez aller sur une autre plateforme de paiement qui est faite pour ça. Mais en tout cas, quelque part, vous quittez et vous allez à un endroit identifiable et sécurisé. Le client est invité à entrer les caractéristiques de sa carte. Donc, c'est-à-dire les 16 chiffres du numéro de carte, la date de validité, le cryptogramme, le nom du titulaire et son code PIN confidentiel. Qu'est-ce qu'il y a, Nicole? Ah bah oui. Bah non, non, non. On ne met jamais son code confidentiel à 4 chiffres sur un site internet. Je vous ai eu, hein. Vous l'avez pas vu venir, celle-là. Donc, effectivement, on ne met jamais son code confidentiel à 4 chiffres sur internet. Alors, et d'une, c'est inutile, et deux, c'est dangereux. Parce que si quelqu'un dispose de votre code confidentiel à 4 chiffres, il peut répliquer votre carte bleue, tout simplement. Là, il a tout ce qu'il faut pour faire ce qu'on appelle une yes card, c'est-à-dire avec ces numéros-là, il peut fabriquer une carte bleue et l'utiliser et la mettre dans un TPE et ça marche. Donc, ne mettez jamais votre code confidentiel, votre code PIN de carte bleue sur un site web. Si vous arrivez là-dessus, vous stoppez tout, vous faites machine arrière. Merci Nicole. Donc, le client est contacté par téléphone par sa propre banque. Donc, une fois qu'on a mis ça et qu'on a validé, là, qu'est-ce qui se passe? Votre banque vous contacte, soit par SMS, soit par l'appli de son smartphone. Alors, vous avez un SMS et vous avez quelque part sur le site un endroit avec le logo de votre banque et qui dit voilà, on va envoyer un message ou un petit code au numéro de téléphone qui se termine par ces chiffres-là. Veuillez mettre dans cette case un code que vous êtes le seul à pouvoir recevoir. Donc, il faut avoir son téléphone sous la main pour recevoir ce code. Voilà. Et puis, donc, vous allez mettre le code dedans. Alors, pour réussir à avoir ce code, il faut déverrouiller son téléphone, regarder dans les SMS, ou parfois même c'est l'appli de son smartphone. Donc, ça veut dire qu'il faut débloquer son téléphone, aller dans l'appli de votre banque, débloquer de l'appli de votre banque, cliquer sur un bouton «Oui, c'est bien moi». Alors, faites attention, vérifiez bien le montant qui est indiqué. Vous allez recevoir un SMS dans lequel il y a marqué, une demande de paiement, par carte bleue sur le site machin, donc vérifiez qu'il s'agit bien du même nom de site, pour un montant de tant, avec, telle carte bleue qui se termine par ça. Est-ce que c'est bien vous? Voici le code. Donc vérifiez que c'est le bon montant au bon commerçant. Moi, ça m'est arrivé de griller une carte bleue comme ça parce que je voulais payer quelque chose. Je vous la fais en très très court, hein. Je voulais payer quelque chose et je suis tombé sur un site qui s'est fait passer pour le prestataire que j'attendais. J'avais un montant de 25 € à payer. Et là, je reçois un SMS qui me dit, voilà, vous avez un paiement de 500 € pour le site bidule. Je dis non. Et d'une, c'est pas 500 € et deux, c'est pas le bon site marchand. Donc du coup, j'ai arrêté et j'ai bloqué ma carte. Hop, hop. Donc une fois que vous avez fait tout ce parcours du combattant, votre transaction est validée. Youpi! Alors qu'est-ce qu'on a maintenant au niveau des facteurs d'identification? Oula, oula, il y en a plein, il y en a plein. On a donc quelque chose que l'on connaît, donc c'est-à-dire tous les numéros de la carte. On reçoit un SMS, là du coup, c'est quelque chose que l'on possède.
Vous voyez, c'est quelque chose que l'on possède, le smartphone. Pour débloquer le smartphone, il faut avoir quelque chose que l'on connaît, c'est-à-dire le code du téléphone. Ou alors, si c'est via l'appli du smartphone, on a le quartier gagnant. On a quelque chose que l'on sait faire, c'est-à-dire débloquer le téléphone, quelque chose que l'on est, une empreinte digitale, quelque chose que l'on possède et quelque chose que l'on connaît. Et là, ah voilà, là, Nicole, elle est contente. Voilà. Là, maintenant, Nicole est contente. Alors, si on récapitule, en cas d'échec de paiement, les causes possibles d'un paiement refusé, qu'est-ce qui peut se passer? Soit votre carte est périmée, et là, le site internet va vous dire non, non, désolé, votre carte est périmée, ça marche pas. Soit vous avez atteint le plafond hebdomadaire ou mensuel de paiement avec votre carte. Soit vous n'avez pas saisi le bon code de sécurité reçu par SMS. Soit votre carte a été mise en opposition par votre banque. Là, je vous ai recensé les quatre principales causes de refus d'un paiement. Il peut y en avoir d'autres, il peut y avoir des soucis techniques, mais en gros, c'est les quatre principales. Sachant que si vous n'avez pas mis les bons codes, les bons numéros de carte bleue, en règle générale, c'est le site web, avant de commencer à contacter les serveurs, qui va vous dire non, non, là, il y a une coquille, j'ai fait le calcul, ça tombe pas juste. Alors, en cas de refus de paiement, si vous pensez que tout va bien, contactez votre banque. Tout simplement. C'est votre banque, votre carte bleue ne vous appartient pas, elle appartient à votre banque. Donc vous contactez votre banque, vous dire voilà, j'ai voulu payer par Internet, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas marché. Alors, maintenant, le paiement par carte bleue virtuelle sur Internet. Alors, est-ce que parmi vous, levez la main ceux qui savent ce que c'est qu'une carte bleue virtuelle? Personne ne sait ce que c'est qu'une carte bleue virtuelle? Bon, alors je vais vous apprendre un truc. Votre banque, alors ça, vous voyez auprès de votre banque si ce service est disponible, s'il est gratuit ou payant. Mais auprès de votre banque, quand vous allez sur le site web de votre banque pour aller consulter vos comptes, vous allez regarder si vous avez la possibilité de créer ce qu'on appelle une carte bleue virtuelle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment ça marche? Le principe d'une carte bleue bancaire virtuelle ou e-carte bleue, alors oui, ça peut avoir plusieurs noms. Ça peut être carte bleue éphémère, carte bleue virtuelle, e-carte bleue, ICB, e-machin. Appelez votre banque, demandez-lui si vous avez ça. C'est une manière de sécuriser ses achats en ligne avec des numéros éphémères. Tiens non, la carte virtuelle est à usage unique. Ah bah ça tombe bien. Et ne permet de faire qu'une seule transaction, après quoi les numéros ne sont plus valables. Ah bah c'est intéressant ça, c'est pratique. C'est votre banque sur son site internet ou via l'appli de smartphone qui génère ces numéros à utiliser pour l'achat que vous voulez faire. Vous avez la possibilité de définir la durée de validité, le montant ou le plafond. C'est complètement configurable. Vous pouvez décider si la carte peut être utilisée dans le cadre d'un achat unique ou d'un abonnement régulier. Dans le cas d'une fraude, le pirate ne pourra pas utiliser les codes expirés et vous n'aurez pas besoin de faire opposition sur cette carte, vous n'aurez pas besoin de faire opposition sur votre carte de base. Ça, c'est intéressant. C'est une carte en fait sacrifiable. Donc, au lieu de griller votre vraie carte bleue à vous, eh ben, au pire, vous allez utiliser une carte qui sera plus du tout utilisable après. Pour plus de renseignements, donc contactez votre propre banque pour savoir si le service de carte bleue virtuelle est proposé. Et là, Nicole acquiesce. Nicole est contente. Alors, comment ça marche? Vous allez sur le site de votre banque, vous dites voilà, je dois appeler mon fleuriste pour envoyer des fleurs à mamie, mais lui, je le sens pas. Alors, vous l'appelez, bonjour, je voudrais envoyer un bouquet à 25 euros. Oui, donnez-moi vos numéros de carte bleue. Bougez pas, je vous les donne. Donc, vous prenez votre appli de téléphone, créez une carte bleue virtuelle. Oui,
Créer une carte bleue virtuelle, comment je vais la créer? Pour quel montant maximum? Pour un montant de 25 € uniquement. Combien de fois? Une seule fois. Combien de fois par mois? Une seule fois, j'ai dit. Voilà. Donc, bloup, 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 votre appli de téléphone ou votre banque, instantanément, vous donne des numéros de carte bleue, une date de validité et un cryptogramme. Elle vous donne toutes les informations. Donc, tout va tomber juste, hein, puisque c'est votre banque qui va le générer. Donc, vous dites à votre fleuriste, oui, oui, alors voilà, les numéros de carte bleue, c'est ça, 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 machin, machin. Donc, le fleuriste, qu'est-ce qu'il fait? Sur son TPE, il passe en mode manuel, il rentre les numéros, ça passe comme une lettre à la poste. La transaction est validée. Terminé. Alors, votre carte bleue virtuelle, elle a déjà été utilisée pour un montant maximal de 25 €. Donc, sur le compte de cette carte, il y a 0. Néanmoins, la carte bleue virtuelle, elle a une date de validité de quelques jours, quelques semaines. Donc, quelque part, elle est encore vivante. Donc, vous raccrochez, admettons maintenant, admettons le, que le fleuriste, il soit un peu malhonnête, et puis il ait noté vos numéros de carte bleue virtuelle. Il fait, hé, hé, allez, allez, on va s'en remettre une couche. Il va dire, oh ben, madame a été très généreuse, elle a commandé un bouquet à 100 €. Donc il va taper 100 € sur son TPE, il va noter les numéros de carte bleue qui ont déjà fonctionné, hein, et puis le TPE va lui dire, non, non, ça marche pas. Ah bon, pourquoi? Bah ça marche pas, c'est tout. Ah bon, tant pis. Pas mal, hein, ça. Si vous avez un abonnement, vous voulez vous abonner à une revue. Vous avez un prospectus, vous êtes chez le dentiste, vous avez une revue, qui vous intéresse, il y a des bons d'abonnement, derrière, donc vous déchirez la page, et vous remplissez le bon d'abonnement et vous pouvez payer par carte, tous les mois. Vous dites: «J'ai pas envie d'envoyer, mes vrais numéros de carte bleue, sur un bout de papier, quelque part». Donc vous allez sur le site de votre banque, vous créez une carte bleue virtuelle pour un montant mensuel de, je sais pas, 5 € par mois maximum, 10 € par mois, autant de fois que vous voulez par mois, pour une durée de 1 an. Et du coup, ce numéro de carte bleue virtuelle, vous allez pouvoir le mettre sur le papier et l'envoyer. Alors vous noterez que ces numéros de carte que cette carte bleue-là sera utilisée uniquement pour l'abonnement à ce magazine. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le magazine, il va mettre ces trucs-là, il va mettre ces numéros-là, et puis, bah, il pourra pas vous truander à essayer de vous mettre plus que le plafond mensuel. Il va pas pouvoir vous truander en vous débitant 3 fois, puisque la carte, c'est vous qui décidez vraiment tout le cadre d'utilisation de cette carte. Voilà, c'est intéressant. Moi, j'adore ça. Moi, j'ai fait ça pour mon fils. Mon fils, je lui ai acheté une carte bleue, une carte de téléphone, vous savez, c'est, Lyca Mobile. Je lui ai pris un abonnement à 4,99 € par mois, et donc j'ai créé sur mon compte une carte bleue virtuelle qui sera utilisée uniquement pour ça. Uniquement pour ça, parce que j'ai pas très confiance dans ces prestataires de services. Ça aurait été Orange, France Télécom, ça aurait été SFR, d'accord, j'aurais mis la mienne, la vraie. Mais pour ces trucs-là, je dis non, voilà, j'ai créé une carte bleue virtuelle uniquement dans ce cadre-là. Et puis si jamais, comme ça, si jamais il fait du hors forfait, ça passera pas. Voilà. Donc en résumé, maintenant, au niveau de la confiance et au niveau de la sécurité, qu'est-ce qui me fait le plus peur à moi? Hem, voilà, on va voir un peu les facteurs d'authentification. Qui a le quartier complet? Eh bien, vous voyez que le paiement sur internet, on n'a plus aucune raison d'avoir peur de payer sur internet et par carte bleue. Parce que vous voyez un peu tout le cinéma que c'est pour payer par carte bleue sur internet. Alors, j'en conviens. J'en conviens, faut avoir son téléphone sous la main, faut arriver à se dépatouiller avec son téléphone, faut arriver à récupérer le SMS, voilà. Mais, heu, il fut un temps où c'était, la foire au n'importe quoi au niveau du paiement sur internet par carte bleue, et on avait raison d'avoir peur. Mais, de nos jours, ça devient très compliqué de payer à votre insu avec votre carte bleue
sur internet. Parce qu'il faut disposer de votre carte bleue. Donc si vous faites voler votre carte bleue, il existe encore certains sites qui permettent de payer sans avoir besoin des allers-retours avec les SMS. Mais ils sont moins nombreux, d'autant qu'il y a une directive européenne ou une loi française qui est passée récemment et qui maintenant oblige de faire ce qu'on appelle le paiement en 2 étapes. On appelle ça l'authentification à 2 facteurs, qui oblige maintenant les sites web à procéder au paiement avec l'envoi d'un SMS et que la personne titulaire de la carte valide de son côté sur son téléphone que c'est bien elle qui est à l'origine de la transaction. Donc maintenant, il faut débloquer. Donc maintenant, pour arriver à faire un paiement sur internet avec votre carte bleue, il vous faut votre carte bleue, il vous faut votre téléphone et il faut vous couper un doigt, voilà, pour pouvoir authentifier, voilà. Alors autant se faire voler une carte bleue dans un sac à main, bon, c'est faisable, autant se faire couper un doigt, faut s'y prendre de bonne heure. Voilà. Est-ce que parmi vous, il y en a que j'ai un petit peu plus rassuré, heu, sur cette histoire de paiement sur internet? Je ne t'entends pas, Gwendoline. Oui, alors j'ai l'impression qu'il y a des mains qui se lèvent, qui disent qu'ils sont un petit peu rassurés. Bah, c'est super. Moi, ça m'a effectivement, semblé, vraiment très rassurant cette, conférence. Anne-Marie, l'air, super. Merci beaucoup Julien. Alors on a quelques questions, notamment de Cathy. Si ça vous va, je clôture, cette, visio pour qu'on ait un beau replay, pour que Pascal puisse nous faire quelque chose de très beau à mettre, sur notre chaîne YouTube et puis ensuite on prend les questions à l'oral parce que je pense qu'il va y en avoir. Mais merci beaucoup en tout cas Julien. Dans la partie numéro 2, donc dans la partie numéro Ouais. 2, on verra les autres paiements par internet, parce qu'il y a d'autres moyens de paiement. Ah, Il y a très On n'est bien. pas obligé de payer par carte bleue, mais celui-là, c'était vraiment important de faire le tour de la carte bleue. Tout à fait. Ouais, Donc ouais, on ouais. verra les autres types de paiements et donc il y a PayPal, vous avez certainement entendu parler de Ah bah PayPal. Cathy nous posait la question. Voilà, Super. les paiements par tiers de confiance, les paiements par internet plus, donc tous ne se valent pas. Il y a des bons, il y a des Ouais. moins bons, il y en a à éviter. Reconnaître une boutique en ligne digne de confiance et on verra un petit peu plus en détail les recours en cas de fraude. Je dis bien de fraude et non pas d'échec de paiement. D'accord, super. Bon, bah, rendez-vous en 2022 pour, la suite de cette thématique. J'en suis ravie. Donc je vais reprendre le contrôle. Pour, les personnes qui étaient présentes, je vous invite à cliquer sur le bouton «Cliquer ici» pour répondre à notre questionnaire satisfaction, pour nous dire, bah, ce que vous avez évidemment pensé de cette visioconférence, mais aussi nous donner des idées de thématiques, notamment sur le numérique, qui pourraient, vous intéresser. Je vous souhaite bien sûr de très belles fêtes pour ceux que je ne reverrai pas cette fin d'année. Donc, tous mes vœux. Alors, j'ai trouvé cette jolie photo avec un petit masque. C'est terrible. Vous allez pouvoir retrouver alors en 2022, on continue les visioconférences sur le même, la même chose. Je mettrai la semaine prochaine l'agenda, donc je vais commencer tranquillement à installer l'agenda qui commence, les visios commenceront à partir du 10 janvier. On va avoir quelques nouveautés, notamment de la nutrition, ce qui avait été très demandé, de la sophrologie, des choses aussi sur les mesures de protection juridique et encore plus de numérique, hein. Vous allez pouvoir retrouver Julien régulièrement. On a créé voilà, plein de thématiques. Il nous a créé plein de thématiques super sympas et plein de choses donc c'est super. Merci Nicole, j'en suis ravie. Donc vous pouvez retrouver tous les replays sur go.movadom.com/replay, c'est notre chaîne YouTube ou sur YouTube, vous tapez tout simplement Gwendoline Cotresse, vous retrouvez la chaîne et il y a, on a presque une centaine, hein, de visioconférences en replay. Donc pendant les vacances, si jamais vous avez envie de revoir certaines choses, n'hésitez pas. Vous pouvez, c'est le bon moment pour lire notre livre audio, enfin écouter notre livre audio aussi. Je vous donne un peu de travail pendant les vacances. C'est sur le déménagement senior. Alors pas que si on veut déménager, hein, c'est vraiment l'idée de se poser des questions sur son logement et de vivre le plus longtemps possible dans un logement qui vous convienne le mieux.
Notre prochaine vidéo, c'est demain, la dernière. On va parler de voyager en prenant soin de soi avec notre chère Valérie. Donc, voyager en prenant soin de soi, on va parler thalasso, spa. Donc, vraiment, là, on se détend pour la dernière visioconférence. Donc, l'inscription, toujours pareil, movadom.eventbrite.com et c'est toujours gratuit. Je remercie bien sûr, notre, présentateur Julien qui a fait un super boulot et puis, la conférence des financeurs de Paris qui finance, ces visioconférences et avec le soutien de la CNSA. S'il y a la moindre question, vous m'envoyez un mail à contact@movadom.com et vous pouvez inscrire la famille, les amis à toutes nos visios sur movadom.eventbrite.com. Merci Parlez-en à à vos tous. copines. Voilà, parlez-en à vos copines, tout à fait. Merci beaucoup.